À l'automne 1991, le paisible quartier américain de Portland, dans l'Oregon, fut bouleversé par la disparition soudaine d'une jeune fille. Disparue dans son sommeil, sa mère, à son retour, trouva le lit vide et la fenêtre grande ouverte. Mais 9 ans plus tard, elle découvre un vieux jouet audio appartenant à sa fille. Lorsqu'elle appuie sur « Play », elle entend quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre, révélant une vérité si troublante qu'elle allait conduire les enquêteurs à la découverte la plus choquante de leur carrière. Cet après-midi-là, à Portland, dans l'Oregon, Hélène RH se tenait dans ce qui était autrefois sa maison, fermant les derniers cartons avec du ruban adhésif. La maison semblait différente maintenant, plus vide, d'une certaine manière, même si la plupart des meubles étaient restés. Ce n'était plus sa maison, elle appartenait à Charles, son ex-mari, et cette réalité l'enveloppait comme une lourde couverture. Charles s'agenouilla près d'elle, fixant un autre carton avec du ruban adhésif. Ses gestes étaient prudents, méthodiques comme il le faisait toujours. Ils travaillaient dans un silence confortable, un rythme qu'ils avaient développé au cours de 15 années de mariage. Même le divorce n'avait pas pu effacer cette familiarité. « Celle-ci est prête », dit Hélène en lui poussant un carton. Elle contenait ses uniformes d'infirmière, ses manuels médicaux et le stéthoscope qu'elle avait reçu à la remise des diplômes. Charles souleva la caisse avec aisance, ses bras de charpentier encore forts à 45 ans. « Je vais sortir celle-ci », dit-il en se dirigeant vers la porte d'entrée. Hélène ferma une autre boîte, essayant de ne pas penser à la façon dont cette maison était devenue un mausolée de souvenirs. Ils avaient essayé de préserver leur mariage après la disparition d'Izzy, mais le deuil avait des formes différentes selon les personnes. Charles s'était replié sur son atelier et ses séances de thérapie, elle, s'était investie dans des heures supplémentaires à l'hôpital, travaillant jusqu'à ce que l'épuisement fasse taire les questions qui la hantaient. Les disputes avaient commencé modestement, à qui le tour de faire les courses, pourquoi la facture d'électricité était si élevée, mais ils savaient tous deux ce qui se cachait derrière, la faute, la culpabilité, le terrible poids de l'ignorance. 6 mois plus tôt, ils avaient enfin admis ce qu'ils savaient depuis des années, rester ensemble ne ramènerait pas Izzy. Charles revint, essuyant son front en sueur. L'après-midi de juin était chaud, et charger les cartons dans la Honda Civic d'Hélène était un travail pénible. « Il y en a presque, dit-il. Plus que quelques-uns. Je veux visiter sa chambre, dit Hélène doucement. Une dernière fois. Le visage de Charles s'adoucit. Bien sûr. Je finirai de les charger. Il prit une autre boîte, lui laissant un peu d'intimité pour ses adieux. Hélène gravit l'escalier familier, sa main caressant la rampe en chêne que Charles avait installée à leur arrivée. Chaque craquement du plancher lui rappelait un souvenir. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre d'Izzy, se dissimulant avant de tourner la poignée. La chambre était restée exactement comme ce soir-là de 1991, des murs roses ornés de papillons peints à la main, une commode blanche recouverte d'autocollants, le petit lit avec sa couette Mon Petit Poney. Seule la fenêtre avait changé, équipée de nouvelles serrures et de barreaux de sécurité, arrivée trop tard. Hélène se souvenait de cette nuit d'octobre avec une clarté cristalline. Elle avait fait 2 gardes à l'hôpital et était rentrée à 3 heures du matin, épuisée. Charles dormait. Par habitude, elle était allée voir Izzy, mais elle avait trouvé le lit vide et la fenêtre ouverte, laissant passer la fraîcheur automnale à travers les rideaux. La police avait d'abord été minutieuse, chiens de recherche, hélicoptères, centaines de bénévoles ratissant les bois derrière leur quartier. Ils n'avaient rien trouvé. Pas d'empreinte digitale, pas de traces de pas, aucun signe de lutte. Juste une fillette de 5 ans disparue dans la nuit. L'affaire avait été classée sans suite malgré l'attention médiatique initiale. Le FBI avait été brièvement impliqué, mais faute de preuves de trafic interétatique, il s'était retiré. La police locale avait maintenu l'enquête ouverte, mais n'avait aucune piste à suivre. Hélène s'approcha de l'armoire où la photo d'Izzy était encadrée d'argent. Sa fille lui rendit son sourire, les dents écartées et les yeux brillants, vêtue de la chemise rayée et de la salopette en jean qu'elle adorait. Hélène embrassa ses doigts et les pressa contre la vitre. « Au revoir, ma puce », murmura-t-elle en s'essuyant les yeux avant de quitter la pièce et de descendre.
Charles l'attendait près de sa voiture, les derniers cartons chargés. Ils se tenaient face à face dans l'allée, deux êtres qui s'étaient promis l'éternité, se préparant désormais à vivre des vies séparées. « Tout ira bien ?» demanda Charles. « Je m'en sortirai » dit Hélène. « On y arrivera tous les deux. » Elle monta dans sa voiture et baissa la vitre. Charles se pencha, le visage empreint d'inquiétude. « Tu es sûr de vouloir prendre tout ça? Ton appartement n'est pas si grand. » « Si j'ai besoin de plus d'espace, je louerai un garde-meuble, » répondit Hélène. « Ce n'est pas un problème. » Elle marqua une pause, s'adoucissant. « Prends soin de toi, Charles. On se reverra plus tard. »« Oui, » dit-il en reculant. « Conduisez prudemment. » Le trajet de 15 minutes jusqu'à son nouvel appartement lui donnait l'impression de traverser une autre vie. L'immeuble était un modeste complexe près de l'hôpital, pratique pour ses gardes de nuit. Elle avait loué un 2 pièces au 2e étage, une chambre pour elle, une pour le stockage. Déménager les cartons prenait des heures. Le chariot à roulettes de l'immeuble l'aidait, mais elle devait quand même faire plusieurs allers-retours. Ses nouveaux voisins observaient avec curiosité, mais ne proposaient aucune aide. Ce n'était pas grave, elle n'était pas prête pour de nouvelles relations. Le soir, des montagnes de cartons encombraient son salon. Hélène s'effondra sur son canapé d'occasion, épuisée. Elle aurait dû déballer ses affaires essentielles, vêtements de travail, articles de toilette, ustensiles de cuisine, mais son regard revenait sans cesse sur le carton marqué « Les coups de cœur d'Izzy ». Incapable de résister, elle le tira vers elle et ouvrit délicatement les rabats. Charles l'avait emballé pendant qu'elle s'occupait des papiers. Elle lui avait demandé d'y inclure les choses qu'Izzy avait préférées. Au sommet se trouvait une peluche hibou violette, accompagnée de la licorne préférée d'Izzy et d'une collection d'autres poupées. En dessous, des robes et des pyjamas soigneusement pliés, encore imprégnés du léger parfum de l'enfance, le shampoing pour bébé Johnson et les biscuits Graham. En dessous, des livres appréciés au coin plié, velours côtelé, Où sont les monstres sauvages, le lapin de velours. Puis Hélène le vit, le magnétophone à cassette rouge et blanc. Pas le modèle Fisher-Price hors de prix qu'Izzy avait rêvé pour ses 5 ans, mais une version générique de Toys Plus. Ils avaient économisé pour un nouveau chauffe-eau cette année-là, le compromis leur avait semblé raisonnable. Hélène souleva le jouet, surprise par son poids. Les piles étaient probablement mortes depuis longtemps. Elle trouva le compartiment et découvrit qu'elles avaient légèrement fui, laissant des résidus incrustés. Après avoir nettoyé les contacts avec un mouchoir en papier, elle inséra des piles double A9 dans son tiroir à bric-à-brac. Le bouton de lecture s'enfonça avec un bruit mécanique familier. Un grésillement emplit l'air, puis une petite voix se fit entendre. « Test, test. Voici Isabella Marie Rhodes, j'ai 5 ans. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle n'avait pas entendu la voix de sa fille depuis 9 ans. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'Izzy continuait à parler de sa journée, de ses amis à la maternelle, du papillon qu'elle avait vu dans le jardin. Puis l'enregistrement changea, des bruits de fond, des mouvements, la voix de Charles lointaine mais claire. « Izzy, viens dans la chambre de la princesse quand tu auras fini. Souviens-toi de ce que je t'ai promis. Une fois terminé, on ira chez Toys R Us pour ce nouveau My Little Pony. » Hélène fronça les sourcils. Chambre de princesse? Elle rembobina et rejoua. Le ton de Charles était différent de d'habitude au cajoleur, presque enjôleur. Et Izzy ne s'intéressait pas particulièrement aux princesses, elle préférait les animaux, les dragons, les licornes, les chiots. Peut-être Charles essayait-il de la détourner de ses centres d'intérêt? Les parents faisaient ça parfois, encourager les enfants à choisir d'autres jouets. Le Mon Petit Poney premier était logique comme pot de vin pour bonne conduite. Hélène fouilla dans le carton, mais ne trouva aucune figurine de poney. Peut-être était-elle dans un autre carton, où Charles les avait-il gardés, certains jouets avaient été trop pénibles à emballer. Elle réécouta l'enregistrement, écoutant attentivement chaque mot. Chambre de princesse, une expression étrange. Charles n'avait jamais parlé de la chambre d'Izzy de cette façon. Était-ce un jeu? Un surnom spécial qui lui avait échappé? Après tout,
Charles avait passé la majeure partie de la journée avec Izzy. Elle posa le magnétophone et commença à déballer ses affaires personnelles. Les heures passèrent tandis qu'elle organisait sa vie selon de nouveaux espaces, la vaisselle dans des placards inconnus, les vêtements dans un placard plus petit, les photos sur différents murs. En ouvrant son classeur pour classer ses papiers importants, elle réalisa qu'il manquait quelque chose, ses documents de renouvellement de licence d'infirmière. Elle vérifia chaque dossier 2 fois, puis fouilla les cartons portant son nom. Rien. L'horloge indiquait 20h30. Son service commençait à 22h. Sans ces documents, elle ne pouvait pas prouver que ses qualifications étaient à jour. L'administration de l'hôpital était stricte sur. Elle composa le numéro de Charles sur son nouveau téléphone. Il répondit à la 3e sonnerie. « Hélène, tout va bien ? Je ne trouve pas mes papiers d'autorisation d'exercer, dit-elle. Je crois que je les ai oubliés à la maison. Pourrais-je passer les voir ? Il y eut un silence. Je viens de partir pour ma séance de thérapie de groupe. Je ne reviendrai que tard. Hélène jeta un coup d'œil dehors. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose. J'en ai vraiment besoin pour mon service ce soir. Puis-je utiliser ma clé ? Bien sûr, dit Charles. Tu sais où tout est. Ferme-la à clé en partant. Merci. J'apprécie. Pas de problème. Bonne chance ce soir. Hélène raccrocha et attrapa ses clés. Le poids familier de la clé de la maison lui semblait étrange maintenant, un vestige de son ancienne vie. Elle devrait probablement revenir bientôt. Elle laissa les cartons déballés éparpillés dans son salon et se dirigea vers sa voiture. 15 minutes plus tard, elle s'engagea dans l'allée familière. La maison se détachait sur le ciel du soir, les fenêtres reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Étrange comme une maison pouvait vite devenir un simple bâtiment. Elle entra par la porte d'entrée, allumant les lumières tout en traversant la maison. Tout était resté exactement là où elle l'avait laissé quelques heures plus tôt, mais le vide semblait plus prononcé maintenant. La chambre, celle de Charles maintenant, se trouvait au bout du couloir. Elle poussa la porte et alluma le plafonnier. Le grand lit qu'il partageait depuis 15 ans paraissait étrange, avec un seul oreiller. Charles avait déjà effacé toute trace de sa présence, pas de coupelle à bijoux sur la commode, pas de roman d'amour sur la table de nuit. Le classeur se trouvait dans le coin, là où il avait toujours été. Elle ouvrit le 2e tiroir et trouva le dossier en papier craft intitulé « Licence médicale », exactement là où elle l'avait rangé. Tous les documents étaient là, ses formulaires de renouvellement de licence originaux, ses certificats de formation continue. Un soulagement l'envahit. Au moins, cela n'affecterait pas son travail. Elle glissa le dossier sous son bras et jeta un rapide coup d'œil dans la pièce, rien d'autre ne semblait oublié. Alors qu'elle se retournait pour partir, les mots du magnétophone résonnèrent dans sa tête, « Chambre de la princesse ». Cette phrase la rongeait, telle une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas. Elle se retrouva à remonter l'escalier menant à la chambre d'Izzy. La porte grinça lorsqu'elle entra. Sans le fouillis de jouets et de vêtements qu'elle avait emportés plus tôt, la pièce paraissait plus grande, plus triste. Elle fit lentement le tour de la pièce, caressant les murs du bout des doigts, s'attendant presque à trouver une décoration de princesse oubliée. Rien, pas de château, pas de diadème, pas d'image de conte de fées. Elle ouvrit la porte du placard. Des cintres vides tintinabulèrent dans la légère brise qui accompagnait son mouvement. L'armoire était adossée au mur du fond. Lorsqu'elle s'en approcha, la vieille armoire bougea légèrement, s'inclinant vers elle. Sans le poids des vêtements à l'intérieur, ses problèmes structurels étaient évidents, le pied avant gauche ne touchait pas correctement le sol. Elle examina l'espace et remarqua que le parquet s'était déformé en dessous. La pièce avait été si souvent fermée depuis la disparition d'Izzy que l'humidité s'était probablement accumulée. Le climat humide de Portland était dur pour les vieilles maisons. L'armoire vacilla lorsqu'elle essaya de la stabiliser. Un bon coup aurait pu la faire basculer complètement. Elle ne pouvait pas la laisser comme ça, si elle tombait pendant la nuit, Charles pourrait croire que quelqu'un est entré par effraction.
La dernière chose dont il avait besoin, c'était d'une telle frayeur. Elle consulta sa montre. 19h30. La quincaillerie Harrison restait ouverte jusqu'à 20h. Elle pourrait prendre des cales en bois pour la remettre à niveau et faire une petite réparation avant son service. Le téléphone sonna en bas, une sonnerie aiguë dans le silence de la maison. Hélène se précipita, s'apprêtant instinctivement à répondre. Elle avait la main sur le combiné lorsqu'elle s'arrêta. Ce n'était plus sa maison. Charles méritait son intimité. Les appels qui arrivaient ici ne la regardaient plus. Elle prit son dossier et son sac à main, éteignit les lumières et se dirigea vers la porte. La sonnerie cessa. Après un silence, le répondeur se déclencha. La voix enregistrée de Charles annonça « Vous êtes arrivé à la résidence Rhodes. Veuillez laisser un message. » Une voix de femme emplit la pièce, chaleureuse mais inquiète. « Charles, c'est Madame Johnson du groupe. J'aimerais que vous me rappeliez au plus vite. Nous devons discuter de votre assiduité et de votre participation. Vous avez manqué 3 séances maintenant, ça fait 3 semaines, Charles. Le groupe est inquiet. Veuillez me rappeler. » Hélène se figea. 3 semaines? Mais Charles venait de lui annoncer qu'il suivait une thérapie tous les mardis soirs depuis 5 ans. C'était l'une des rares constantes dans leur vie après Izzy. Madame Johnson avait été leur soutien dans les moments les plus difficiles, une thérapeute qualifiée, spécialisée dans la perte parentale. Elle avait créé ce groupe spécialement pour les parents d'enfants disparus. Hélène y avait participé pendant 2 ans avant que les séances ne deviennent trop pénibles. Pourquoi Charles mentirait-il sur sa présence? Où allait-il tous les mardis? Elle voulait rappeler Madame Johnson, mais ce serait aller trop loin. Ce qui arrivait à Charles n'était plus de sa responsabilité. Pourtant, l'inquiétude la rongeait. Ils s'étaient promis de rester amis et de se soutenir mutuellement, même après le divorce. Hélène verrouilla la porte d'entrée et se dirigea vers sa voiture. La Honda était équipée d'un téléphone de voiture coûteux installé par l'ancien propriétaire, un luxe qu'elle gardait pour les urgences. Elle prit le combiné encombrant et composa le numéro de Charles. L'air du soir s'était rafraîchi, apportant un parfum de pin et de pluie lointaine. Les lampadaires clignotaient le long de la rue tranquille de banlieue. Ce quartier avait été leur rêve lorsqu'ils avaient acheté la maison 10 ans plus tôt, sûre, familiale et avec de bonnes écoles. Maintenant, c'était juste un endroit de plus où Izzy n'était pas. Le téléphone sonna à son oreille. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle faillit raccrocher. Puis Charles répondit. « Allô ?» Sa voix était tendue, haletante. « Charles, c'est moi, » dit Hélène. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Où es-tu ? Es-tu en thérapie ?» Le silence s'étendit entre eux, rompu seulement par les parasites sur la ligne téléphonique de la voiture. « Charles, » demanda-t-elle. « Tu m'entends ? » « Oui. »« Je, » bégaya Charles. « Enfin, non, mais j'y vais. » Ces mots jaillirent rapidement. « Je suis allé chercher Matthew. Tu sais qu'il habite assez loin d'ici, mais on a prévu d'assister à la séance ensemble. J'aurai 15 minutes de retard. » « Pourquoi demandes-tu ça ? » Quelque chose clochait dans sa voix. Hélène avait déjà entendu Charles mentir des mensonges sans fondement à propos de fêtes surprises, des mensonges pour ménager les sentiments. Ça avait le même défaut, des mots trop rapides, des explications trop détaillées. « Je ne voulais pas insister, » dit Hélène prudemment. « Alors que j'étais chez vous pour récupérer mes papiers, j'ai reçu un appel. Je suis tombé sur la messagerie, Madame Johnson ? » « Ah oui, » rit Charles, mais son rire semblait forcé. « Je sais qu'elle n'aime pas que quelqu'un soit en retard aux séances de thérapie de groupe. J'ai été en retard à plusieurs réunions, alors peut-être qu'elle voulait m'en parler. Être en retard est différent d'être absent. 3 semaines d'absence au cours, ce n'est pas la même chose qu'arriver 15 minutes après l'heure de début. » « Qu'a-t-elle dit dans le message vocal ?» demanda Charles d'un ton trop décontracté. Hélène hésita. Une partie d'elle-même voulait le confronter directement, mais à quoi bon ?
Ils étaient divorcés, ses choix lui appartenaient désormais. Rien de particulier, dit-elle. Je voulais juste que tu rappelles. Ce n'est pas grave, non? Bon, je devrais y aller, Matthew m'attend. Bien sûr. Conduisez prudemment. Toi aussi. Au revoir. La ligne fut coupée. Hélène fixa le téléphone un instant avant de raccrocher. En 15 ans de mariage, elle avait appris à déchiffrer les humeurs de Charles, ses signaux. Il mentait assurément. Elle démarra et quitta la maison. La quincaillerie Harrison n'était qu'à 5 minutes, c'était une entreprise familiale qui avait survécu à l'arrivée des grandes surfaces grâce à son excellent service et à la fidélité de sa clientèle. La sonnette au-dessus de la porte sonna lorsqu'elle entra. George Harrison, le fils du propriétaire, leva les yeux de derrière le comptoir et sourit. « Hélène, ravi de te voir. Comment vas-tu? » « Bien, George. Il me faut juste des cales pour une armoire bancale. Couloir 3, à mi-hauteur. » Il a appelé un autre client, puis a lancé, « Dis-moi, comment avance le projet de rénovation de Charles? Il a besoin d'un coup de main. J'ai du temps libre ce week-end. » Hélène marqua une pause, perplexe. « Des rénovations? » Oui, la salle de loisirs qu'il construit. Il était là le week-end dernier, il a acheté un chariot plein de fournitures. Je crois que tu te trompes, dit lentement Hélène. Nous n'avons pas de travaux de rénovation en cours. Georges fronça les sourcils et se gratta la tête. H.M. Je suis presque sûr que c'était Charles. Il a acheté du contreplaqué, de la peinture, de nouveaux outils. Il a dit qu'il allait enfin aménager cet atelier dont il avait toujours parlé. Un atelier de bricolage? Charles avait évoqué son désir il y a des années, à l'époque où il faisait encore de la menuiserie pour le plaisir. Mais après la disparition d'Izzy, il avait perdu tout intérêt pour ses loisirs. Eh bien, dit Hélène avec un sourire forcé, je vais lui demander. Merci de. Sa voix s'éteignit tandis qu'elle prenait les cales, l'esprit s'emballant. Quelque chose clochait dans les paroles de Georges, et cette inquiétude la suivit jusqu'à son quart de travail. Les informations. Pas de problème. Les cales sont exactement là où je les ai indiquées. Hélène trouva ce dont elle avait besoin, paya rapidement et retourna à sa voiture. Le sac de quincaillerie se froissa lorsqu'elle le posa sur le siège passager. Un projet de rénovation dont elle ignorait tout, des séances de thérapie manquées, des mensonges sur l'endroit où il était ce soir, les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas encore, mais Hélène n'avait pas une vue d'ensemble. Peut-être que Charles traversait simplement une période difficile avec le divorce. Chacun gérait le deuil et le changement différemment. Il s'était peut-être lancé dans un projet pour faire face à la situation, trop gêné pour admettre qu'il avait arrêté sa thérapie. Elle vérifia l'horloge du tableau de bord, 20h05. En se dépêchant, elle pourrait réparer sa garde-robe et arriver à l'heure à son service. La soirée avait pris une tournure surréaliste. Ce matin-là, elle était mariée et vivait dans ce quartier. Elle était désormais une visiteuse dans sa propre vie, découvrant les secrets d'une maison qui n'avait autrefois rien caché. Elle tourna la clé dans le contact et retourna vers la maison de Charles, ignorant que chaque kilomètre la rapprochait de réponses qu'elle n'était pas prête à trouver. Hélène s'engagea dans l'allée de Charles pour la deuxième fois ce soir-là. Le sac de quincaillerie bruissa tandis qu'elle le ramassait avec son sac à main. Elle ferait vite fait, réparer la garde-robe, partir pour son travail. Les paroles de Georges à propos de la rénovation lui revenaient en tête. Peut-être que Charles retournait vraiment à ses anciennes passions. Durant leur cours, il avait passé ses week-ends à fabriquer de magnifiques figurines en bois, des hiboux, des renards, des petits ours aux détails complexes. Ses mains étaient si douces et précises, donnant vie au bois brut. Sa clé tourna facilement dans la serrure. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du porche qu'elle avait laissé allumer. Elle actionna l'interrupteur de l'entrée et se dirigea vers l'escalier. À mi-hauteur, elle remarqua des lumières jaillir de sous la porte du bureau de Charles. Étrange, elle avait éteint toutes les lumières plus tôt. Charles, appela-t-elle.
Tu es rentré. Pas de réponse, mais elle entendit du mouvement, des pas, le frottement des meubles. Elle atteignit le palier du 2e étage. Les pas se firent plus bruyants, plus frénétiques, des papiers bruissaient, un tiroir claquait. Charles, appela-t-elle de nouveau. Tout va bien? Toujours pas de réponse. Un malaise la parcourut. Elle s'est approchée de la porte du bureau et l'a poussée pour l'ouvrir. Charles, je croyais que tu étais. Les mots moururent dans sa gorge. Matthew Tanco se tenait au milieu du bureau saccagé. Les dossiers de Charles jonchaient le sol, les tiroirs du bureau ouverts, leur contenu répandu partout. Des livres avaient été retirés des étagères, des feuilles arrachées des classeurs. Matthew? Hélène le fixa, stupéfaite. Pourquoi es-tu ici? Je croyais que tu étais avec. Matthew se retourna lentement. Son visage luisait de sueur, sa peau pâle et cireuse. Ses cheveux, habituellement bien coiffés, se dressaient bizarrement. Quand son regard croisa le sien, ses pupilles se dilatèrent en flaques noires. Ça va? Demanda Hélène, même si visiblement, il n'allait pas bien. Tu as l'air malade. Matthew fit un pas vers elle, d'un mouvement hésitant. Elle sentit une forte odeur d'alcool, mêlée à autre chose, la sueur et le désespoir. Que fais-tu ici? Hélène garda une voix calme malgré son inquiétude grandissante. Charles t'a-t-il demandé de trouver quelque chose? L'expression de Matthew resta impassible, froide. Il fit un pas en avant. Hélène le connaissait depuis des années, Charles et lui étaient amis depuis le lycée, unis par leur passion commune pour le travail du bois. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. Matthew, reste là, dit-elle fermement. Je vais appeler un médecin. Tu as besoin d'aide. Elle tendit la main vers le téléphone du bureau, mais Matthew se précipita en avant avec une rapidité surprenante. Ses mains se refermèrent sur ses poignets, une poigne douloureusement serrée. Lâche-moi. Hélène tenta de se dégager, mais ses doigts s'enfoncèrent plus profondément. Matthew, tu me fais mal. Elle le poussa violemment, le libérant de son emprise. Sortant du bureau en titubant, elle attrapa la poignée de la porte et tenta de la refermer entre eux. Matthew s'agrippa au bord et l'ouvrit brusquement. La peur l'envahit. Ce n'était pas le Matthew qu'elle connaissait, l'homme discret qui apportait des jouets faits maison à Izzy, qui avait aidé Charles à construire leur terrasse un été. Quelque chose clochait terriblement. Hélène se retourna pour courir vers l'escalier, mais Matthew la rattrapa par derrière, lui serrant la taille dans ses bras. Elle se débattit tandis qu'il la portait, la tirait à moitié dans le couloir. Non. Elle lutta contre son emprise, mais il était plus fort. Il poussa la porte de la chambre d'Izzy et la jeta sur le petit lit. La couette Mon petit poney amortit sa chute, mais avant qu'elle puisse se dégager, Matthew était sur elle, la maintenant au sol. Son haleine empestait le whisky tandis qu'il la saisissait. Matthew, s'il te plaît, supplia Hélène en essayant de le repousser. Ne fais pas ça. Tu as une femme et un enfant à la maison, pense à eux. Il ne répondit pas, il ne sembla pas l'entendre. Son visage resta étrangement impassible tandis qu'il attrapait ses vêtements. La main d'Hélène trouva la veilleuse en céramique d'Izzy sur la table de chevet, un éléphant rose qu'elle avait acheté des années auparavant. Elle la balança avec force, touchant la tempe de Matthew. Je suis désolé. Je dois le faire. Il grogna et se roula sur le côté, la main portée à sa tête. Hélène se précipita hors du lit et courut vers la porte, mais Matthew se reprit rapidement. Il la saisit par le bras et la fit pivoter, la projetant violemment contre l'armoire. Le choc lui coupa le souffle. Elle tomba à genoux tandis que l'armoire vacillait, sa base déjà instable cédant. Le lourd meuble bascula en avant avec un fracas terrible, le bois se fendit, le plancher se fissura et céda, révélant une cavité cachée. Alors que la poussière retombait, Hélène aperçut des cartons dans le trou des dizaines, remplis de cassettes VHS et de VCD. Le comportement de Matthew changea complètement. Son visage s'illumina d'un sourire inquiétant. « C'est ce que je cherchais » s'écria-t-il.
Il tomba à genoux et commença à attraper des cassettes, les fourrant dans ses bras. Hélène, encore hébétée par l'impact, observait, perplexe. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi était-elle cachée sous le plancher? Arrête! Elle se jeta sur Matthew, essayant de l'empêcher de prendre ce qu'il y avait. Ses mains lui arrachèrent plusieurs cassettes, qui s'écrasèrent sur le sol. Matthew jura et rassembla ce qu'il pouvait porter, serrant les cassettes contre sa poitrine. Il bouscula Hélène et sortit en courant de la pièce, des pas résonnant dans les escaliers. « J'appelle la police !» cria Hélène, la voix tremblante mais déterminée. Elle entendit la porte d'entrée claquer. Par la fenêtre, elle vit Matthew trébucher dans l'allée, serrant toujours ses prix volés. Il ne se retourna pas, sa menace lui était indifférente. Ce qu'il y avait sur ces cassettes valait le risque. Hélène s'affala contre le mur, le cœur battant, les poignets palpitant là où Matthew l'avait attrapé, le dos douloureux à force de heurter l'armoire. Mais surtout, elle ressentait de la confusion et une terreur grandissante. Que venait-il de se passer? Pourquoi Matthew s'était-il introduit chez Charles? Qui avait-il sur ces cassettes pour justifier qu'elle l'agresse? Elle regarda le sol défoncé, les boîtes de cassettes encore visibles dans le compartiment secret. Quel que soit leur secret, Matthew n'en avait pris qu'une fraction. Le reste restait, attendant de révéler son contenu. Les mains tremblantes, elle attrapa la cassette la plus proche. L'étiquette indiquait simplement « Princess Room Volume 47, UNC ». La même phrase que celle du magnétophone d'Izzy, mais maintenant chargée d'une menace qu'elle ne comprenait pas vraiment. Hélène se releva péniblement. Il fallait qu'elle appelle la police. Sa main tremblait lorsqu'elle composa le 911, le téléphone lui semblait incroyablement lourd. Lorsque le centraliste répondit, sa voix s'éleva brusquement. « J'appelle la police au 4728 M Street. Un homme vient de m'attaquer, il est entré par effraction dans la maison et, il a volé des choses. Il s'appelle Matthew Tanco. » Le répartiteur posait des questions calmes, Hélène répondait machinalement, les yeux fixés sur le trou dans le sol de la chambre d'Izzy. « La police est en route », lui assura le répartiteur. « Restez en ligne jusqu'à leur arrivée. » En attendant, Hélène ne put résister à l'envie d'examiner les cassettes que Matthew avait laissées tomber dans sa hâte. Elle les prit avec précaution, lisant chaque étiquette, Princess Room Volume 23, UNC, Princess Room Volume 89, UNC, Princess Room Volume 256, UNC. Son estomac se noua. Combien y en avait-il? Elle jeta un coup d'œil dans le compartiment secret et vit des rangées de boîtes, chacune contenant des dizaines de cassettes et de disques, des centaines au total, tous étiquetés avec le même titre énigmatique. Les sirènes hurlaient au loin, de plus en plus fortes. Par la fenêtre, elle vit deux voitures de patrouille s'arrêter, leurs gyrophares clignotant en rouge et bleu sur le ciel qui s'assombrissait. « Madame ?» Un officier en uniforme apparut dans l'embrasure de la porte, la main posée sur son arme. « Êtes-vous Hélène Robb ?» « Oui. » Elle se tenait sur ses jambes chancelantes. « L'homme qui m'a agressé est parti il y a une dizaine de minutes. Il était ivre ou drogué. Il en a pris. » Elle désigna les cassettes. D'autres policiers entrèrent et sécurisèrent la maison. L'agent principal, un inspecteur en civil, se présenta comme l'inspecteur Morrison. Il était plus âgé, la cinquantaine, avec un regard bienveillant qui en avait trop vu. Hélène lui raconta tout, la découverte de Matthew dans le bureau, l'agression, la chute de l'armoire et la découverte des cassettes cachées. Morrison écouta attentivement, prenant des notes. « Vous avez dit que son nom était Matthew Tanco ?» demanda Morrison. « Oui, c'est le meilleur ami de mon ex-mari. Ils se connaissent depuis le lycée. » Elle marqua une pause. « Je devrais appeler Charles. Il a besoin de savoir ce qui s'est passé. » Morrison hocha la tête. « Bonne idée. On voudra lui parler aussi. » Hélène composa le numéro de Charles, tandis que le détective se tenait à proximité. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que Charles ne réponde. Sa voix était aigre d'irritation. « Pourquoi tu m'appelles sans arrêt, Charles ?
Où es-tu? Je t'ai dit que j'étais en thérapie avec Matthew. De quoi s'agit-il? Hélène sentit son cœur se serrer. Encore un mensonge. Charles? Ici maintenant, le silence à l'autre bout du fil. Ils veulent te parler, continua Hélène en tendant le téléphone à Morrison. Il veut te parler. Morrison prit le téléphone. Monsieur Rod, ici l'inspecteur Morrison. Nous avons besoin que vous veniez à votre domicile immédiatement. La ligne fut coupée. Morrison fronça les sourcils et rendit le téléphone. Il a dit qu'il était à son groupe de thérapie, a dit Hélène. Avec Madame Johnson. Mais ça ne peut pas être vrai si Matthew était là. Morrison se tourna vers l'un de ses officiers. Obtenez l'adresse du centre de thérapie et les coordonnées de Madame Johnson. Envoyez une équipe pour vérifier. Pendant que les policiers passaient des appels, Morrison examinait les bandes. Son expression se fit plus sérieuse à la lecture des étiquettes. Ils disent tous, chambre de la princesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, admit Hélène. Je l'ai entendu sur un vieil enregistrement de ma fille aujourd'hui. Elle a disparu il y a 9 ans. Ses cassettes étaient cachées sous le plancher. Les yeux de Morrison s'aiguisèrent. Votre fille a disparu. Comment s'appelait-elle? Isabella. Izzy. Elle avait 5 ans quand elle a disparu de son lit. La voix d'Hélène se brisa. La police n'a jamais trouvé de piste. Le détective échangea des regards avec ses officiers. Madame, je pense que nous devrions regarder ce qu'il y a sur ces bandes. Ils se dirigèrent vers le salon. Les mains d'Hélène tremblaient tandis qu'elle allumait la télévision et insérait un disque dans le lecteur de Charles. L'écran s'alluma. Au début, cela semblait innocent, Charles et Izzy, 5 ans, dans leur salon, jouant avec des cubes. Le rire d'Izzy emplissait la pièce, ce même son clair provenant du magnétophone. Ça date d'avant sa disparition, murmura Hélène. Peut-être quelques mois. À l'écran, Charles sourit à la caméra. Izzy, tu veux jouer à un jeu? Va dans la salle de la princesse et fais-moi une surprise. D'accord, papa. Izzy se leva d'un bond et sortit du champ. Ses pas résonnèrent dans l'escalier. Charles regarda droit dans la caméra et commença à compter, 1, 2, 3. En allongeant chaque chiffre sur plusieurs secondes. Elle va au sous-sol, dit Hélène, perplexe. Mais on ne l'a jamais appelée la chambre de la princesse. Charles atteignit 10 heures et se leva. La caméra le suivit jusqu'à la porte du sous-sol et descendit. La vidéo s'interrompit brusquement. Quand la pièce reprit, elles se trouvèrent dans une autre pièce, mur rose, peluche, un lit d'enfant avec des draps de princesse. Hélène ne l'avait jamais vue auparavant. Izzy était assise sur le lit, vêtue d'un minuscule maillot de bain bien trop adulte pour une enfant de 5 ans. Elle semblait mal à l'aise, incertaine. Maintenant, pose pour papa, dit la voix de Charles derrière la caméra. Ce qui suivit glaça le sang d'Hélène. Charles entra dans le cadre et s'assit à côté d'Izzy. Ses mains la touchèrent comme aucun père ne devrait le faire. Le visage d'Izzy exprimait confusion et gêne. Arrête, cria Hélène. Éteins-le. Morrison mit immédiatement la vidéo en pause. Hélène s'effondra sur le canapé en sanglotant, son monde s'écroula en quelques secondes. L'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance, avec qui elle avait partagé sa vie, c'était un monstre. Je ne l'ai jamais su, halta-t-elle entre deux sanglots. Je n'ai jamais vu cette pièce. Oh mon Dieu, mon bébé. Morrison s'assit à côté d'elle, sa voix douce mais urgente. Madame Rod, je voudrais que vous réfléchissiez. Votre fille serait-elle encore dans cette maison? Au sous-sol? Hélène releva brusquement la tête. Cette possibilité ne lui était pas venue à l'esprit. Le sous-sol, il est toujours fermé à clé. Charles a la seule clé. Il a dit que c'était pour sa sécurité, pour garder ses outils en sécurité. Un officier s'est approché. Inspecteur,
j'ai parlé à Madame Jansen. Charles Rod n'a pas suivi de thérapie depuis 3 semaines. Il n'est pas là ce soir. Morrison se leva. C'est une cause probable. On va au sous-sol. Il se tourna vers ses officiers. Prenez les outils d'effraction dans la voiture. On passe par cette porte. Oui, dit Hélène fermement en essuyant ses larmes. Fais-le, s'il y a une chance qu'elle. Elle ne put terminer sa phrase. 9 ans. Les agents revinrent avec un bélier et des pieds de biche. Ils se dirigèrent vers la porte du sous-sol, une solide barrière en chêne qui semblait toujours excessive pour une porte intérieure. Reculez, madame, ordonna Morrison. Hélène se pressa contre le mur du fond, le cœur battant. Après toutes ces années d'ignorance, de deuil, d'acceptation progressive de la disparition d'Izzy, la réponse se trouvait-elle sous ses pieds depuis toujours? Le premier coup de bélier fit trembler tout le mur, la porte tenait bon. Charles l'avait renforcée, plus solidement que nécessaire. Une autre pièce de ce terrible puzzle se mettait en place. Encore, ordonna Morrison. Le deuxième impact fissura le cadre, le troisième projeta des éclats. Au quatrième choc, la porte céda dans un fracas terrible. Un escalier descendant dans l'obscurité apparut. Un agent trouva l'interrupteur et l'alluma. Des ampoules fluorescentes s'allumèrent, illuminant un espace étonnamment organisé. Morrison descendit en premier, arme au poing, suivi de 3 officiers. Hélène attendit en haut des escaliers que Morrison l'appelle. Dégagez. Vous pouvez descendre. Le sous-sol était exactement comme Hélène le se souvenait. L'établi de Charles était adossé à un mur, les outils étant soigneusement rangés. Des étagères contenaient des boîtes étiquetées de vis, de clous et de quincailleries. Un lave-linge et un sèche-linge occupaient un coin, tout en parfait ordre. Mon mari est très organisé, dit Hélène d'une voix légèrement résonnante. Il travaille ici de temps en temps, il construit des choses. Ce n'est pas complètement abandonné. Morrison hocha la tête mais resta sceptique. Vérifiez tout. Il doit y avoir une entrée cachée quelque part. Les policiers se sont dispersés, examinant chaque mur et chaque recoin. Ils ont frappé aux surfaces, à l'affût de son creux. Ils ont vérifié si de la peinture fraîche pouvait cacher une nouvelle construction, si des matériaux différents ne correspondaient pas, si des traces inhabituelles sur le sol en béton étaient visibles. À l'étage, Hélène entendait d'autres policiers examiner les vidéos à la recherche d'indices. De temps en temps, quelqu'un jurait ou émettait un son de dégoût, elle ne voulait pas savoir ce qu'il voyait. Le vendeur de la quincaillerie a parlé de fournitures de rénovation, a dit Hélène à Morrison. Charles a acheté des matériaux pour un projet. Avez-vous les plans originaux de la maison, demanda Morrison. Je ne les ai pas vus depuis des années. Charles saurait où ils sont. Sa voix s'éteignit, Charles n'allait pas les aider. La recherche se poursuivit méthodiquement. Les agents écartèrent les cartons de rangement, déplaça les meubles, vérifièrent derrière le chauffe-eau. 20 minutes passèrent sans succès. Hélène se retrouva à 4 pattes, scrutant sous l'établi. Si Charles avait caché quelque chose, il l'avait bien fait. Elle alla vérifier sous la machine à laver, inclinant la tête pour voir dans l'étroit interstice. Quelque chose a capté la lumière, un bord fin qui brillait différemment du sol en béton. Inspecteur, appela-t-elle. Il y a quelque chose là-dessous. Morrison et 2 policiers se précipitèrent. Ensemble, ils saisirent la machine à laver et la détachèrent du mur. Le sèche-linge suivit, raclant bruyamment le sol. Un disque gisait à l'emplacement de la machine à laver, couvert de poussière. Morrison le ramassa avec précaution. L'étiquette disait « Salle volume 331 ». Regardez le mur, dit un policier. Là où les machines l'avaient dissimulé, le mur présentait une subtile irrégularité. Une section de cloison sèche ne correspondait pas parfaitement. Le joint était habilement dissimulé, mais il savait désormais où chercher. Morrison passa ses doigts le long du bord et découvrit un loquet caché. Le faux panneau avait été magistralement conçu, presque invisible une fois fermé.
Reculez, ordonna-t-il. Le loquet était verrouillé. Morrison essaya de le forcer, mais il tenait bon. Un officier lui tendit un pied de biche. Le métal frotta contre le métal. Puis le verrou céda avec un claquement. Le panneau s'ouvrit. Derrière, un passage étroit s'étendait dans l'obscurité. Des guirlandes lumineuses roses couraient au plafond débranché, mais clairement destinées à éclairer le passage. L'odeur les frappa immédiatement, moisissure, métal, et autre chose. Une habitation humaine dans un espace confiné. Morrison trouva où les lumières étaient branchées et les connecta. Une lueur rose emplit le passage, révélant des murs revêtus d'un matériau insonorisant. Le couloir était à peine assez large pour une personne. « Mon Dieu !» murmura un officier. Ils avancèrent en file indienne, Morrison en tête. Le passage s'étendait sur environ 6 mètres avant de déboucher sur une autre porte. Celle-ci était peinte en rose, avec des autocollants de princesse. Morrison essaya la poignée, elle était verrouillée. Il frappa fermement. Police. Ouvrez la porte. Silence. Il colla son oreille contre le bois, puis secoua la tête. L'insonorisation l'empêchait d'entendre à l'intérieur. Il leva le poing pour frapper à nouveau lorsque la serrure claqua. La porte s'ouvrit de quelques centimètres et une jeune voix s'éleva joyeusement. « Papa, tu es en avance. » La porte s'ouvrit plus largement, révélant une adolescente en chemise de nuit rose, les cheveux blonds longs et emmêlés. Son sourire se figea à la vue de Morrison et des policiers. Un cri aigu et terrifié lui arracha la gorge. Elle recula en titubant, les mains sur le visage. « Non, non, tu n'es pas réel. Papa a dit que tout le monde était mort. » Hélène a réussi à se démarquer des policiers. Même après 9 ans, malgré les changements d'enfance et d'adolescence, elle avait immédiatement reconnu sa fille. « Izzy. » Elle se précipita en avant, les larmes aux yeux. « Chérie, c'est maman. C'est moi. » La fille se pressa contre le mur du fond, secouant violemment la tête. « Non, ma mère est morte. Tout le monde est mort. Papa a dit que c'était la fin du monde et qu'il ne restait plus que nous. » Hélène tomba à genoux, les bras tendus. « Non, ma chérie. Ce n'est pas vrai. Je te cherche depuis tout ce temps. Je ne savais pas que tu étais là. »« Izzy » cria-t-elle. « Papa, à l'aide. Où es-tu ? S'il te plaît. » Hélène a supplié. « Regardez-moi. Regardez-moi vraiment. » Morrison fit discrètement signe à ses officiers de rester à l'écart, laissant de la place à la mère et à la fille. Il sortit un stylo et le tendit à Hélène. Comprenant immédiatement, Hélène prit le stylo et commença à dessiner sur sa propre main un simple papillon avec un visage souriant, le même motif qu'elle avait dessiné d'innombrables fois quand Izzy était petite. « Tu te souviens, dit-elle doucement. Tu me demandais de le dessiner chaque fois que l'ancien disparaissait. Tu l'appelais ton papillon heureux. » Les yeux d'Izzy se fixèrent sur le dessin, sa respiration ralentit. La reconnaissance se fit lentement, comme le soleil perçant les nuages. « Maman. » Le mot sortit d'une voix brisée, incertaine. « Mais papa dit, je sais ce qu'il a dit, ma chérie. Mais il a menti. Je suis là. Je suis réel. » Hélène ouvrit de nouveau les bras. Cette fois, Izzy vola dedans. Elles se serraient l'une contre l'autre, sanglotant toutes les deux. Hélène respira l'odeur de sa fille, sentit sa chaleur inébranlable vivante, après toutes ces années. Morrison et son équipe entrèrent prudemment dans la pièce. L'espace était petit, environ 3 mètres sur 3, avec des murs roses, des décorations de princesses partout, un seul matelas posé au sol et des draps Disney. Des jouets étaient éparpillés, certains adaptés à l'âge d'une adolescente, d'autres datant clairement de sa jeunesse. Une petite télévision était installée dans un coin, avec un magnétoscope et des lecteurs de disques, un trépied se trouvait à proximité, un support de caméra vide, du matériel d'éclairage professionnel, des livres de coloriage et des crayons de couleur. Un étroit tiroir encastré dans le mur servait probablement à livrer les provisions. Dans le placard,
les agents ont trouvé des objets qui les ont fait échanger des regards noirs, des jouets pour adultes, de la lingerie en taille enfant, du matériel vidéo, des outils dont l'utilité était on ne peut plus claire. Nous avons besoin d'aide médicale, dit doucement Morrison dans sa radio, confirmant que toutes les unités recherchaient Charles Rod et Matthew Tanco. Rod était désormais le principal suspect d'enlèvement et de maltraitance d'enfants. Les ambulanciers arrivèrent quelques minutes plus tard. Ils s'approchèrent doucement d'Izzy, lui expliquant qu'il devait vérifier son état de santé. Elle s'accrocha à Hélène, mais laissa l'examen se faire. Dehors, dans l'ambulance, loin de la prison rose, Izzy était assise entre Hélène et une ambulancière. Elle semblait hébétée, bouleversée par l'expansion soudaine de son monde. « Je croyais que tout le monde était mort », répétait-elle sans cesse. Papa a dit qu'il y avait une guerre, des bombes nucléaires. Il a dit que nous étions les seuls survivants. Elle regarda Hélène avec des yeux trop vieux pour ses 14 ans. Il a dit que je devais avoir un enfant pour sauver l'humanité, mais je n'ai jamais eu d'enfant. Je me sentais tellement mal, comme si j'étais en train d'échouer. Hélène eut un pincement au cœur, mais elle s'efforça de garder son calme. « Chérie, as-tu déjà eu tes règles ? » « Oui, il y a 2 ans. » Papa était si heureux. Il a dit, « Maintenant, on va vraiment pouvoir commencer notre nouveau monde. » L'ambulancière prit des notes, le visage soigneusement neutre. « Izzy, as-tu des douleurs, des démangeaisons ou une gêne quelque part ? » Non. Izzy semblait perplexe face à la question. « Pourquoi tout le monde a-t-il si peur ? » demanda-t-elle. « Papa a menti, je sais, mais il m'a toujours aimé. Il disait que ce qu'on faisait était beau, que j'étais faite pour lui. » Hélène retint un sanglot. 9 ans de séduction, de manipulation, d'abus déguisés en amour. Sa petite fille n'avait aucune idée de l'injustice de tout cela. Elle prit doucement les mains d'Izzy. « Ma chérie, ce que ton père a fait n'était pas bien. Les adultes ne devraient pas faire ça avec des enfants. Ce genre d'intimité est réservé aux adultes qui se choisissent, comme un mari et une femme. » « Mais j'aime papa, » protesta Izzy, la confusion dans la voix. « Je sais que tu le fais, mais il existe différentes formes d'amour. L'amour entre un parent et son enfant est censé être protecteur et sécurisant. Ce qu'il a fait n'était pas de l'amour, ma puce. C'était mal. » Izzy se tut, assimilant cette nouvelle information. L'ambulancière termina son examen initial. « Son état semble stable, » dit-elle doucement à Hélène, « mais elle aura besoin d'un examen complet à l'hôpital, vu les circonstances. » Hélène hocha la tête, elle comprenait. Il fallait vérifier s'il y avait une grossesse, des maladies, des dommages physiques ou toute l'horreur de ce que sa fille avait enduré. Morrison s'approcha de l'ambulance. « Nous devons vous emmener tous les deux au poste pour vos déclarations. L'équipe médicale dit que ce n'est pas une urgence, donc nous pouvons commencer par cela, si vous le souhaitez. » Hélène regarda Izzy, qui semblait perdue dans ses pensées. « Oui, allons-y. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Hélène comprit la logique tordue du plan de Charles, les disputes, l'insistance sur le divorce. Il avait voulu la liberté de vivre son fantasme malsain sans interférence. Il avait gardé leur fille prisonnière pendant qu'Hélène dormait à l'étage, faisait ses quarts, vivait sa vie en croyant qu'Izzy était parti. Les guirlandes lumineuses roses brillaient encore au sous-sol lorsqu'ils partirent, marquant le chemin vers un cauchemar qui avait duré 3285 jours 9 années de la vie d'une enfant volée, pervertie, corrompue. Dehors, Morrison ouvrit la portière arrière de la voiture de patrouille. « Madame Rod, Isabella, veuillez monter. Nous devons vous emmener au poste. » Hélène aida Izzy à s'installer à l'arrière, la suivant de près. La jeune fille se serra contre sa mère, encore désemparée par ce changement soudain dans son quotidien. L'équipe médicale avait autorisé le transport, mais Izzy aurait besoin d'examens approfondis plus tard. L'agent Chen était assis au volant, réglant sa radio. Des grésillements crépitèrent avant que des voix ne se fassent entendre clairement. « Unité 12, nous avons appréhendé Charles Rod et Matthew Tanco au 3542 Riverside Drive. 6 autres suspects sont en garde à vue, demande de fourgon de transport. »
Morrison se pencha en avant. C'est eux, Shane. Où sont-ils? Riverside Drive est sur notre route vers la gare, monsieur, à environ 5 minutes d'ici. Arrêtez-vous vite. Je veux voir la scène. Tandis qu'il traversait les rues tranquilles de Portland, Hélène serrait Izzy contre elle. La jeune fille n'avait pas beaucoup parlé depuis son départ du sous-sol, demandant parfois où était son père et quand il reviendrait. Chaque question brisait un peu plus le cœur d'Hélène. La radio continuait son bavardage. Attention, des traces d'exploitation sexuelle d'enfants ont été trouvées sur les lieux. Demande de la police scientifique. Hélène boucha les oreilles d'Izzy, qui semblait perdue dans ses pensées. La réalité de ce que Charles avait fait subir à leur fille la rendait physiquement malade. Ils s'engagèrent sur Riverside Drive, une rue résidentielle bordée d'arbres et bordée de modestes maisons à 2 étages. Des voitures de police bloquaient la route, gyrophares allumés. Une foule de voisins s'était massée sur le trottoir, se penchant pour voir ce qui se passait. « Restez dans la voiture », ordonna Morrison en se garant. « J'arrive un instant. » Par la fenêtre, Hélène voyait tout. 8 hommes menottés se tenaient près d'un fourgon de police. Charles était parmi eux, la tête baissée, les épaules affaissées. Matthew se tenait à côté de lui, se balançant légèrement, visiblement encore ivre. Les 6 autres hommes étaient âgés de 30 à 60 ans. Certains semblaient provocateurs, d'autres terrifiés. Tous portaient les vêtements confortables d'une soirée décontractée. Les policiers entraient et sortaient de la maison, portant des sacs de preuves. Hélène entendait des bribes de conversation par la fenêtre fissurée. « Je les ai trouvés en train de regarder une vidéo en entrant dans la Princess Room, volume 9. 62. Ça a l'air récent. Ils font partie de ce qu'on appelle le Family Sanctum Fellowship. Les réunions se succèdent entre les maisons, et on partage leurs vidéos. » La bile monta à la gorge d'Hélène. Ils avaient formé un club pour partager des vidéos de leurs propres enfants. Combien d'autres victimes y avait-il? Charles leva soudain les yeux et croisa le regard d'Hélène par la vitre de la voiture. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Puis ses lèvres se courbèrent en un sourire. « Attends ici, » dit Hélène à Izzy, la voix tremblante de rage. Elle poussa la portière de la voiture et se dirigea vers son ex-mari. Les policiers s'avancèrent pour l'intercepter, mais elle fut trop rapide. Sa main heurta la joue de Charles dans une claque violente qui résonna dans les maisons voisines. « Tu es un monstre », hurla-t-elle. « Tu n'es pas un être humain. » Charles tressaillit à peine. Sa voix était calme, presque celle d'une conversation. C'était une relation consentie. Izzy m'a toujours aimé. Elle voulait. Tais-toi. Un policier saisit Charles par le bras. Plus un mot. Un autre policier tira doucement mais fermement Hélène en arrière. Madame, s'il vous plaît. Ça ne servira à rien. À travers ses larmes de rage, Hélène vit Matthew la regarder. Il pinça les lèvres dans un geste obscène d'embrassement, puis passa lentement sa langue dessus le même homme qui l'avait agressé des heures auparavant, qui désirait désespérément ses vidéos. Ramenez-la à la voiture, ordonna Morrison. Ces hommes n'en valent pas la peine. L'agent ramena Hélène à la voiture de patrouille où Izzy l'attendait, le visage collé à la vitre. Où es-tu allée, maman? Pourquoi as-tu frappé papa? Hélène se laissa glisser sur le siège, serrant sa fille contre elle. Je suis désolée, ma chérie. Je n'aurais pas dû faire ça. Dehors, les policiers ont fait monter les 8 hommes dans des véhicules séparés. Le fourgon de transport est parti en premier, suivi de 2 voitures de patrouille. Charles n'a jamais regardé en arrière. Les techniciens de scène de crime ont poursuivi leur travail. Par la fenêtre, Hélène les regarda emporter carton après carton de preuves, cassettes VHS, VCD, DVD chacun représentant l'enfant de quelqu'un, le cauchemar de quelqu'un. Ils retirèrent même les téléviseurs et les magnétoscopes ou tout ce qui pouvait contenir des preuves. Du ruban jaune de scène de crime fut installé autour de la propriété. Les voisins chuchotaient entre eux, partageant sans doute leurs théories sur ce qui s'était passé dans cette maison d'apparence ordinaire, dans leur rue tranquille.
Morrison retourna à la voiture, le visage sombre. On va au poste. Il y a beaucoup à digérer, mais vous avez tous les deux bien travaillé ce soir. Alors qu'il s'éloignait, Hélène jeta un dernier regard à la maison où le mal s'était caché à la vue de tous. Combien de maisons de ce genre existaient-elles? Combien d'enfants étaient piégés derrière des portes ordinaires? Izzy bâilla, épuisé par les événements de la nuit. Quand est-ce que je peux rentrer? Hélène caressa les cheveux de sa fille, maintenant longs et emmêlés après des années sans soins appropriés. Bientôt, ma chérie. On te ramènera à la maison, saine et sauve. Les lumières du commissariat apparurent devant eux, tel un phare dans l'obscurité. Quelque part derrière eux, Charles et ses complices étaient en cours d'interrogatoire, leur crime enfin révélé. Mais pour Hélène et Izzy, le véritable voyage ne faisait que commencer. Le long chemin vers la guérison de blessures plus profondes que quiconque aurait pu l'imaginer. Morrison s'adressa doucement à Shane pendant qu'il conduisait, « Assurez-vous que les services aux familles ont quelqu'un de prêt. La nuit va être longue. » Le commissariat grouilla d'activité à leur entrée. Par une fenêtre donnant sur la salle d'enregistrement, Hélène aperçut les 8 hommes en train d'être contrôlés, empreintes digitales, photographies, effets personnels catalogués. Charles se tenait droit, le dos vide, comme si c'était une soirée ordinaire. Une femme en tailleur gris s'est approchée d'eux. « Je suis Sarah Martinez, des services de protection de l'enfance. Je resterai avec Isabella pendant votre déposition. » Izzy serra plus fort la main d'Hélène. « Je veux rester avec ma mère. »« Je sais, ma chérie, » dit Sarah doucement. « Mais nous devons vous parler séparément, juste un petit moment. Ta mère sera juste au bout du couloir. » Hélène s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. « Tout va bien. Ces gens veulent nous aider. À bientôt. » Morrison conduisit Hélène dans une petite salle d'interrogatoire. Les murs étaient beiges, le mobilier simple mais propre. Une caméra vidéo dans un coin enregistrait tout. « Prends ton temps, » dit Morrison en s'installant en face d'elle. « Raconte-moi tout depuis le début. » Hélène parla pendant près d'1 heure, leur mariage, la naissance d'Izzy, la nuit de sa disparition, les années de recherche, le deuil, la lente dissolution de leur relation, le divorce, la découverte du magnétophone, les révélations de la soirée. Morrison prit des notes, posant des questions pour clarifier les choses, mais la laissant surtout parler. Lorsqu'elle eut terminé, Hélène se sentit épuisée. Que va-t-il se passer maintenant? Qu'a fait Charles à notre fille, demanda-t-elle. Le visage de Morrison exprimait sa compassion. Je dois vous prévenir, ce que vous allez entendre est dérangeant, mais vous avez le droit de savoir. Il se leva. Suivez-moi. Ils empruntèrent un couloir jusqu'à une autre pièce dont une grande fenêtre donnait sur une salle d'interrogatoire. Charles était assis à une table en métal, menottée devant lui. 2 inspecteurs étaient assis en face de lui. La vitre est à sens unique, expliqua Morrison. Il ne nous voit pas. Il parle depuis 20 minutes. Par les haut-parleurs, la voix de Charles emplissait la salle d'observation. Il parlait calmement, presque fièrement, comme s'il décrivait une entreprise prospère. Je l'ai emmené cette nuit-là, dit Charles. Le 15 octobre 1991. Hélène travaillait de nuit. J'ai porté Izzy en bas, dans la chambre de princesse que j'avais fini de construire. Elle dormait, elle ne s'est même pas réveillée. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai fait croire à un enlèvement. Tout le monde a cru. Il sourit. Elle a vécu 9 ans là-bas. Je lui ai dit que c'était la fin du monde, la guerre nucléaire. Nous étions les 2 derniers survivants. Elle a cru à tout. Les genoux d'Hélène fléchirent. Morrison la guida vers une chaise. « Pourquoi ?» demanda le détective. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Charles haussa les épaules. « Elle était à moi, ma création. Pourquoi ne la garderais-je pas ? Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin, de la nourriture, des jouets, de l'attention. Et quand elle a été assez grande. » Il marqua une pause. Nous étions en train de reconstruire l'humanité.
C'est ce que je lui ai dit. Elle avait besoin de mon bébé pour sauver l'espèce. Comment avons-nous pu rater la chambre, demanda l'autre détective. Vous avez fait une inspection standard, dit Charles d'un ton dédaigneux. Pas une fouille approfondie. J'avais encombré le sous-sol d'outils et d'équipements. Vous avez jeté un coup d'œil et vous êtes passé à autre chose. Le faux mur que j'avais construit 2 ans plus tôt lors d'une rénovation, j'ai même déposé de faux permis et vous ai montré de faux plans. La pièce était insonorisée, sans ventilation vers la maison principale complètement indétectable. Hélène chuchota à Morrison, il a toujours été doué pour la menuiserie, si précis, si organisé. Je travaillais de nuit, je ne m'en doutais pas, sa voix se brisa. Si Matthew n'avait pas été aussi imprudent ce soir, on ne l'aurait peut-être jamais retrouvé. Morrison hocha la tête d'un air sombre. Rentrons. Vous en avez assez entendu. Dans la salle d'interrogatoire, Hélène était assise d'un air lourd. Et Matthew? Pourquoi est-il entré par effraction? Matthew Tanco a été très honnête, a déclaré Morrison. Lors de notre perquisition, il fulminait contre Charles. Apparemment, ils étaient en rivalité depuis des années. Il a consulté ses notes. Dans leur groupe de malades, Charles était la star. Il réalisait le plus de vidéos et avait la victime la plus complaisante. Les autres partageaient leurs vidéos à tour de rôle, mais les vidéos de Charles étaient toujours demandées en bonus. Il était fier de ce statut. Hélène se sentait malade, sa fille était réduite à un divertissement pour monstres. En fait, poursuivit Morrison, Matthew a développé des désirs pour Izzy, mais n'a pas trouvé où Charles la gardait, alors il a décidé de voler la collection de vidéos. Il est entré par la porte de derrière ce soir, il ne s'attendait pas à ce que tu sois là. Il m'a agressé. Hélène dit doucement, j'ai essayé de. On le sait, interrompit Morrison. Il l'a avoué aussi. Il a dit que tu lui rappelais Izzy. La voix de Morrison était douce. Madame Rhodes, votre fille aura besoin d'une thérapie intensive. Elle peut paraître bien en apparence, mais 9 ans de manipulation psychologique et de maltraitance, elle sera profondément traumatisée. Je sais, dit Hélène, mais elle est vivante. On a une chance. Morrison se leva. On va te réunir avec ta fille. Ils trouvèrent Izzy dans le couloir avec Sarah Martinez. La fillette sursauta en voyant Hélène. Maman. Elle s'enlaçait, pleurant toutes les deux. Hélène respira l'odeur de sa fille, toujours étonnée d'être là, vivante. Un agent vous accompagnera bientôt à l'hôpital, dit Sarah. Pour l'examen dont nous avons discuté. Ils se dirigèrent vers une salle d'attente silencieuse. Izzy se blottit contre Hélène sur un canapé usé. Pendant un moment, ni l'une ni l'autre ne parlèrent. Le poids de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui allait arriver, pesait sur eux. Puis Izzy se mit à pleurer non pas les larmes confuses de tout à l'heure, mais des sanglots profonds et déchirants. L'officier m'a tout dit, et je pense qu'il avait raison. Papa m'a menti, Alta-TL. Surtout. Le monde n'a pas pris fin. Tu n'étais pas morte toutes ces années. Elle leva vers Hélène un regard dévasté. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Hélène la serra plus fort. Je ne sais pas, ma puce. Parfois, les gens en qui on a confiance font des choses terribles. Ce n'était pas ta faute. Rien de tout ça n'était ta faute. Mais je l'aimais, murmura Izzy. Même quand il... Je pensais contribuer à sauver le monde. Je me sens tellement stupide. Tu n'es pas stupide, dit Hélène. Tu étais une enfant qui croyait ce que te disait quelqu'un qui aurait dû te protéger. Elle caressa les cheveux de sa fille. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes toutes les deux fortes, plus fortes que nous ne le pensons. Ils étaient assis dans la salle d'attente tandis que le silence régnait autour d'eux. Quelque part, Charles et ses associés étaient en cours d'intégration dans le système qui, espérons-le, les tiendrait à l'écart à jamais. Mais pour Hélène et Izzy, l'attention s'était déplacée du passé vers l'avenir. Il nous faudra une nouvelle maison,
dit doucement Hélène. Un endroit frais. Tu iras à l'école, tu te feras des amis, tu auras une vraie vie. Izzy hocha la tête contre son épaule. Est-ce que les gens vont me détester? Est-ce que ça va être douloureux de passer à autre chose? Non, dit Hélène doucement. Le temps aide. Parler aide. L'amour aide. La douleur s'atténuera et tu créeras de nouveaux souvenirs pour adoucir les anciens. Quant aux gens, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est à vous de choisir qui mérite votre confiance, à qui vous partagez votre histoire. Un officier apparut dans l'embrasure de la porte. Madame, l'escorte pour l'hôpital est prête. Elle se tenait debout, mains jointes. En traversant le commissariat, Hélène songea au long chemin qui les attendait, examens médicaux, séances de thérapie, procédures judiciaires, réapprendre à faire confiance, à vivre sans peur, faire découvrir à Izzy le monde qui lui avait été refusé. Mais elles y feraient face ensemble. L'amour véritable, protecteur et bienveillant, éclairerait leur chemin. Les ténèbres créées par Charles ne pouvaient éteindre cela. En fin de compte, telle fut la leçon, le mal peut se cacher derrière des visages familiers dans des maisons ordinaires, sous le masque de l'amour, mais le véritable amour perdure. Il persévère à travers 9 années d'obscurité. Il abat les faux murs. Il refuse de perdre espoir. En arrivant aux portes de la gare, Izzy serra la main d'Hélène. « J'ai peur, maman. » « Moi aussi, » admit Hélène. « Mais nous sommes ensemble maintenant, et ensemble, nous pouvons tout affronter. » Ils s'avancèrent dans la nuit, vers la voiture qui les attendait, vers la guérison, vers un avenir qu'ils construiraient un jour à la fois.